Salut à tous. Ouh là 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 là. Alors, je vais commencer par un petit problème technique qui n'est pas résolu. Bonjour. Alors attendez, j'essaie juste de résoudre le problème. Hop. Attendez, 2 secondes, je reviens. Hop. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes tous là. Désolé, j'ai eu des petits problèmes là pour me connecter. Ravi de vous retrouver et ça va être l'occasion aujourd'hui de parler de data et de voir comment on peut explorer de la data comme un data analyst et rentrer dans tous ces sujets. Alors, avant de commencer, je vais vous partager mon écran et on va aller voir une petite présentation un peu sur toute la démarche qu'on a dans ces différents webinars et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, je partage mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez tous la présentation sur le wagon Marseille. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord voir un peu comment on peut fonctionner dans ce webinar. Je vais vous présenter en quelques mots qui nous sommes et qui est le wagon. Ce webinaire s'inscrit dans une série de 5 webinaires où on a découvert pendant une semaine toutes les compétences de demain. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à la donnée et comment on l'analyse comme un data analyst. On reviendra après sur quelques formations du wagon et voir comment on peut aller plus loin. Et si vous voulez creuser ces sujets, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, pour bien fonctionner, on a quelques règles un peu dans Livestorm qu'on va utiliser. Donc déjà, on va échanger dans la partie chat de Livestorm. Alors, je ne les vois pas à tous les moments, donc c'est pour ça que j'essaierai de répondre au maximum et de les lire à certains moments, mais je ne les vois pas forcément tout le temps. Ensuite, quand vous avez des questions, allez dans la partie questions. Je reviendrai aussi à certains moments dans cette partie questions pour pouvoir voir les questions que vous avez posées et y répondre. Et ensuite, voilà, je répondrai au fil de l'eau à toutes ces questions. Alors, le wagon, c'est des formations, en fait. On forme au métier de la tech et on a un programme qui a été créé à peu près depuis 2014 autour de différents sujets. D'abord des formations qui parlent du développement web et aussi maintenant on lance des formations data qui ont d'abord été lancées à Paris et qui vont se lancer aussi à partir de septembre-octobre prochain à Marseille. On est présent dans 40 villes dans le monde, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un réseau qui est international et ça nous permet de nous appuyer sur beaucoup d'informations et beaucoup de besoins en fait des métiers du numérique maintenant. Donc c'est voilà, c'est pour ça que nos formations sont assez reconnues pour ces différents sujets. On a aussi pas mal de formations en fait dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup de domaines et notamment autour de la data en fait où ça intéresse pas mal de gens qui n'ont pas forcément le temps de dédier 2 mois complets pour faire des formations, mais c'est pour ça qu'on donne beaucoup de formations entre des entreprises. Donc on a plein d'exemples d'entreprises où on accompagne les salariés pour se former et pour pouvoir acquérir toutes les compétences qui sont nécessaires. Les gens qui viennent nous voir en général, voilà, et c'est vraiment ma vision aussi, c'est qu'avec le code, en fait, on apprend énormément de compétences et plein de manières, en fait, de pouvoir développer de la créativité. Donc, les gens qui viennent nous voir, soit c'est pour des gens qui veulent devenir développeurs ou intégrer des équipes data dans des entreprises ou dans des startups actuelles, ou des personnes qui veulent devenir freelance ou alors sinon développer leurs propres produits. Ici à Marseille, on est une équipe de 5 personnes. Donc moi, je suis le cofondateur avec Mathieu du Wagon à Marseille. On l'a fondé maintenant il y a à peu près il y a 5 ans. Avant, j'étais à Paris. Je vais vous présenter un peu mon parcours et pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler de data. Et on a lancé le Wagon ensemble il y a 5 ans. Et on est rejoint par pas mal de personnes. Et donc, c'est toutes les personnes qui sont intervenues là sur les différents webinars qu'on a fait la semaine dernière. Et donc, c'est moi qui vais faire la conclusion de cette série de webinars en parlant data aujourd'hui avec vous. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui ont raté, je pense on a pas mal de liens où vous pourrez redécouvrir ces différents webinaires sur les métiers du numérique, l'UX, l'UI design, devenir développeur et tout ce qui est gros hacking. Voilà, on a fait tout un webinaire là-dessus. Et aujourd'hui, donc, de la data.
Donc, la data, c'est un sujet qui est assez important parce que déjà, c'est à la mode, mais aussi, ça permet en fait d'acquérir plein de compétences et de voir plein de choses. Donc, aujourd'hui, pourquoi moi je vous parle de data, c'est quelque chose que ben, je suis rentré un peu dedans pendant mes études. J'ai fait une école d'ingénieur à Paris qui s'appelle Télécom. Et après, j'ai travaillé au ministère de la Défense dans une équipe un laboratoire de recherche qui, à cette époque, faisait plutôt, ça s'appelait du data mining. C'est l'équivalent un peu de la data science aujourd'hui. Tout ce que je voyais dans les études de ce que je pouvais lire, c'était qu'il y avait quand même énormément de choses qui étaient menées par les entreprises tech, comme Google, comme Amazon, enfin, toutes les entreprises publiaient énormément et c'était vraiment, j'avais l'impression, les leaders sur le marché. Alors, il y avait un peu aussi le fait qu'au ministère de la Défense, tout ce qu'ils faisaient, toute l'excellence qu'ils avaient, ils n'avaient pas forcément le droit de publier ce qu'ils faisaient. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de rejoindre la data enfin, voilà, dans des entreprises tech. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint après une entreprise qui s'appelle 55, qui est montée par des anciens de Google, donc notamment le PDG de Google Europe qui est parti de Google et qui a monté cette équipe et cette entreprise pour en fait faire de la big data sur Internet. Donc c'était collecter toutes les données qu'on pouvait collecter à travers des comportements sur Internet et petit à petit en fait les croiser avec des données offline. Donc ça a touché à beaucoup de sujets, notamment voilà comment on structure de la donnée, comment on l'analyse et après quand on commence à en avoir énormément mais quelles sont les technologies qu'on peut utiliser ou qu'on doit utiliser pour analyser toutes ces données big data. Ensuite, je suis parti à Marseille où j'ai fondé le wagon avec Mathieu. Et un peu plus tard, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Bruno, parce que je parlais beaucoup dans cette période avec un de mes très bons amis qui faisait du trading algorithmique, donc c'est-à-dire qu'il travaillait dans des banques. Et lui, son métier, en fait, c'était d'automatiser beaucoup de prises de position sur les marchés grâce à des algorithmes qu'il développait. Donc, il voyait en fait toute l'évolution de tout un métier dans la banque qui passait de faire des analyses sur Excel à faire des analyses avec Python, avec de la data science, pour pouvoir automatiser encore plus de choses. Et ce qu'on fait en fait avec Bruno, c'est que là, on a vraiment pour le coup, enfin, dû analyser énormément de données parce qu'on analyse toutes les données de transactions bancaires pour pouvoir dire à des personnes combien chaque semaine ils peuvent économiser sans se mettre dans le rouge à la fin du mois. Et donc, en automatisant beaucoup de choses, on peut apporter certains conseils à un grand nombre de personnes. Mais donc, en fait, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que dans toute cette analyse de données, à la fin, il y a toujours en fait une sorte de démarche qui est un peu toujours la même, qui est d'essayer de comprendre la donnée, de la structurer, de pouvoir l'analyser, de pouvoir bien la traiter, et après de mettre en production des algorithmes qui vont être efficaces et qui vont permettre de pouvoir traiter cette donnée. Donc aujourd'hui, un peu le cours, et pourquoi ce cours est très important, c'est que c'est un cours qu'on donne tout le temps. C'est-à-dire que autant dans nos formations web, on a ce cours sur la base de données SQL et sur les données relationnelles, et dans les cours aussi qu'on donne sur notre programme pour être data scientist, c'est aussi un cours qu'on voit et qui est indispensable et qui permet de dire comment on peut devenir data scientist. La base, en fait, à la base, c'est des bases de données relationnelles qui ont eu enfin, plein d'évolutions avec des bases de données qui sont devenues NoSQL, par exemple. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais ce qu'il y a, c'est que pour rentrer dans cette démarche, il faut comprendre la base du sujet. Et la base du sujet, la manière d'apprendre, c'est de commencer déjà par des bases de données relationnelles. Donc, alors, je lis un peu sur vos commentaires. Je vais regarder les questions aussi pour voir s'il y a des questions côté posées. Pour l'instant, aucune question, donc très bien. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu quelques slides sur la partie SQL. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce cours? Et je vous propose qu'on prenne une petite heure ensemble pour apprendre tout ça. C'est déjà comment on va, qu'est-ce qu'une base en fait relationnelle et comment on va pouvoir la designer. Et après, dans un deuxième temps, on va regarder en fait comment on peut interroger ces données dans une base de données SQL, enfin relationnelle, notamment avec le langage SQL. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que on n'est pas en train d'apprendre, c'est pas le langage, enfin les SQL, ça permet en fait de faire des requêtes sur des bases de données. C'est un langage qui est utilisé en fait dans énormément de bases de données, que ce soit des bases de données, enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment le langage de base qu'il faut connaître. C'est-à-dire que à un moment on n'a pas le choix, on l'apprend. Et l'avantage, c'est qu'il est très simple. Vous allez voir qu'il y a enfin uniquement quelques mots-clés, et qu'il est très simple. Et vous verrez qu'à la fin de ce cours, vous serez déjà capable de faire un certain nombre de requêtes et de pouvoir explorer une base de données avec le langage SQL.
Donc, qu'est-ce qu'une base de données relationnelle? Une base de données relationnelle, c'est quelque chose qui est assez simple, en fait. C'est des tableaux en 2 dimensions avec des lignes et des colonnes. Et la relation, en fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des relations entre ces tables à travers des identifiants qui vont nous permettre de faire des relations entre différentes tables de la base de données. Donc, vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué dans ce que je suis en train de dire. Et la manière, en fait, de rentrer dans ce sujet, ça va être de créer des tableaux nous-mêmes. Donc, pour ça, on va utiliser la version Excel de Google, qui s'appelle Google Spreadsheet, que j'ai ouvert juste à côté. Donc, et ici, là, on va créer entre nous cette première base de données. Donc, imaginons, on en crée une. Et notre objectif, il faut toujours se donner un peu un objectif. On va imaginer qu'on est une entreprise, par exemple Deliveroo, et qu'on est en train de commencer à créer Deliveroo, et qu'on veut créer la base de données de Deliveroo. Donc Deliveroo, on va s'intéresser à 2 modèles principaux. On va s'intéresser d'abord à leurs restaurants et aux avis que les personnes peuvent donner sur les restaurants. Donc voilà, comme ça nous donne un contexte assez simple, et on va le structurer de cette manière. Donc, par exemple, si je dois définir au début les restaurants, donc je vais dire que mon tableau, ma table, s'appelle restaurant. Donc, je vais lui donner un nom au début. Et qu'est-ce que vous voudriez mettre, par exemple, dans un restaurant? C'est-à-dire que si on doit définir un restaurant, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Je vous laisse, si vous voulez, participer un peu pour me dire un peu dans le chat, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Donc voilà, qu'est-ce qui caractérise un restaurant, vous pensez? Je ne sais pas si vous voulez répondre dans le chat, on pourra répondre de cette manière. Alors, en effet, plusieurs réponses. Alors, il y a en effet plein de choses. Raphaël, nom et adresse, je pense que c'est en effet les éléments les plus essentiels d'un restaurant. Donc, on va par exemple le définir. Donc, on va définir son nom, on va définir son adresse, et on pourrait définir aussi sa ville, là où le restaurant est présent. Donc, par exemple, autour du wagon ici à Marseille, on a quelques restaurants. On pourrait prendre un exemple. Donc, on a par exemple le Directoire, c'est un petit restaurant où on va souvent, qui est place Louis XVI. Donc, je définis comme ça mes différents Louis XVI, et qui est à Marseille. Donc là, vous voyez que c'est vraiment comme si on était en train de faire une to-do list sur un papier chez nous. On a défini différentes colonnes et on est en train de remplir nos restaurants de cette manière. Donc, je vais en définir un autre. On a l'ébénisterie, qui est dans une petite rue qui est vers Castellane. Je vais mettre place Castellane. Ça sera voilà, à Marseille. On peut par exemple définir un autre restaurant aussi. On est souvent aussi ici au wagon, on va faire l'escalade et on va souvent déjeuner dans le restaurant de Arcos, voilà, qui est boulevard avenue du Prado à Marseille. Donc voilà, on peut par exemple définir quelques restaurants comme ça. Ensuite, si on a envie de définir nos avis, donc nos avis sur les restaurants, ben, on sent en fait la manière de structurer une base de données relationnelle. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des restaurants et de l'autre côté, on va avoir des avis ou en anglais des reviews. Donc là, je vais ouvrir un nouveau tableau que je vais appeler reviews et je vais pouvoir définir mes reviews que j'ai envie de donner sur mes restaurants. Donc par exemple, elles auront un contenu, par exemple, c'est super, c'est bien, voilà. Elles auront une note, on va dire, et elles vont avoir aussi un restaurant sur lequel les avis en fait sont donnés sur un restaurant. Donc par exemple, le directoire, je vais dire que ils sont sympas. Je vais lui donner une étoile, voilà, 4, une note de 4 sur 5, et je vais dire que c'est le directoire. Donc voilà, comme ça, on est en train de définir nos différents avis sur les restaurants. Donc je vais par exemple dire voilà, que c'est très bon et je vais mettre une étoile de 4 sur l'ébénisterie. Et ainsi de suite. Donc là, on est déjà en train de définir 2 tables différentes et on voit que les relations, on les exprime à travers des restaurants qu'on lit en fait à travers d'autres restaurants.
Par contre, ici, on sent qu'on peut avoir un problème à un moment, quoi. C'est-à-dire que, imaginons, je rajoute d'autres restaurants. Donc, par exemple, Arcos. Euh, en fait, c'est une chaîne de restaurants. Donc, il y a différents restaurants Arcos. Donc, j'ai par exemple créé des. Je suis Deliveroo. Voilà, je commence à avoir plusieurs. Je m'étends dans différentes villes. Et je vais définir un Arcos qui est. Alors, à Paris, je crois qu'il est 33 rue du Progrès. Il est à Montreuil. Et voilà, donc je vais dire qu'il est à Paris. Donc ici, si je donne en fait un avis après sur Arcos dans mes avis, je vais pouvoir dire que le burger est super. Voilà, je vais mettre une étoile de 5. Et en fait, ça, je veux l'associer à mon restaurant qui est Arcos. Donc ici, là, si je définis Arcos comme nom de restaurant, mais est-ce que vous voyez en fait que si je fonctionne de cette manière, je vais pas savoir si je fais en fait appel au restaurant de Marseille ou de Paris. Et donc là, je vais plus être capable de vraiment pouvoir définir mes avis à qui voilà, à qui ils sont affectés, quoi. Et donc là, je rentre dans un sujet qui est problématique. Donc c'est pour ça que la manière en fait avec laquelle on va avoir traité ça, c'est de donner des relations. Et les relations, on ne va pas les donner par rapport à des noms, mais dans chacune en fait des lignes de mes tables, je vais définir ce qu'on appelle des identifiants. Donc ici, là, je vais définir par exemple un ID et je vais incrémenter mes ID. Donc le premier restaurant sera restaurant 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et avec cette capacité en fait d'avoir des ID, c'est-à-dire que dans mes reviews, au lieu de le lier à un restaurant, en fait, je vais le lier à, par exemple, un restaurant ID. Et le directoire, au lieu de l'appeler le directoire, je vais dire, OK, le directoire, c'est quoi l'ID du directoire? C'est l'ID 1. C'est quoi l'ID de l'autre, de l'ébénisterie? C'est l'ID qui est 2. Et ensuite, pour Arcos, ben, si j'ai envie de savoir est-ce que c'est Arcos qui est à Paris ou est-ce que c'est Arcos qui est à Marseille, ben, je vais, au lieu de le définir justement par son nom, qui peut être le même dans plusieurs endroits, je vais le définir par son avis, par son ID de restaurant. Donc je vais dire l'ID, disons que c'est l'ID 4. Et de la même manière, vu que dans mes tables, ben, tout va avoir un ID, mes reviews aussi vont avoir un ID. Donc ça, ce sera l'ID des reviews qui vont être le premier, le deuxième et le troisième. Et donc là, en fait, en structurant les choses de cette manière, on peut voir que chacune de mes tables a un ID, qui est un ID voilà, qui est une clé pour sa table, et ma table restaurant, de la même manière, a un ID. Et si je fais en fait la manière en fait d'avoir créé dans ma table de reviews un ID restaurant, ça c'est ce qu'on va appeler une clé étrangère qui va me permettre de lier en fait la table des reviews à ma table de restaurant. Et donc en structurant en fait les choses de cette manière, là on a créé deux tables, on a créé une première relation entre les reviews et les restaurants, c'est-à-dire que les restaurants peuvent avoir plusieurs avis et un avis appartient à un restaurant. Quand on voit qu'un avis appartient à un restaurant, c'est que par exemple, le restaurant 4, donc Arcos, on peut lui donner plusieurs avis, quoi. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir créer un autre avis, on va créer l'ID 4 par exemple, on va pouvoir dire, par exemple, la bière est bonne. Voilà, ils vont mettre 4. Et ça, il va l'affecter par exemple au restaurant Arcos à Paris, il va dire l'ID numéro 4. Et ainsi de suite, en fait, on peut, comme ça, créer plusieurs avis pour un restaurant, et c'est vraiment la manière dont on a structuré notre base de données. Donc, en fait, la base de la base, ça va vraiment être ça. Et, et voilà, donc c'est pour ça que c'est très simple, c'est à la fois très simple, à la fois assez, en fait, évident quand on le construit, mais ça peut devenir assez compliqué. Par exemple, si on doit, et je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant pour vous de faire à la suite de ce cours, c'est de prendre par exemple n'importe quelle application que vous utilisez, par exemple vous prenez Spotify en ce moment, et vous dites, ben, si je devais imaginer les tables et la manière de structurer la base de données de Spotify, comment je ferais? Et un exemple très simple, c'est par exemple de commencer par par exemple les chansons et les playlists. Comment vous pourrez structurer le fait d'avoir des chansons et des playlists? Et déjà, c'est un très bon exercice de pouvoir structurer ça et de se dire, ben, voilà, comment je le ferai
et comment je vais créer des relations, en fait, qui est la relation de base, et on va voir ça, je vais revenir dans les slides, qui permet de définir une relation entre différentes tables, et c'est une relation 1. Alors, j'y viens. C'est une relation qu'on appelle, hop, ça je l'ai passé, one to many. Donc, c'est vraiment la relation de base qu'on a créée, qu'un restaurant a plusieurs reviews et un avis appartient à un restaurant. Donc, ça, c'est la relation qu'on appelle one to many, c'est-à-dire que on la note 1n. 1, c'est pour le nombre de restaurants et n pour le nombre de reviews. C'est-à-dire qu'on en a un d'un côté qui pourrait correspondre à plusieurs d'un autre côté. Et ça, c'est vraiment la relation de base. Et en fait, à chaque fois qu'on construit une base de données, on va vouloir essayer de se ramener dans les bases de données relationnelles à des relations de type one-to-many. Ouais, alors désolé, c'est vrai, Cassandra, on parle de restaurants alors qu'ils sont tous fermés, mais bon, ça nous permet de nous projeter. Mais en tout cas, l'exercice avec Spotify est aussi intéressant et il permet aussi de faire le même travail. Donc maintenant, voilà, on a fait une première relation dans des tables dans Spreadsheet, mais on va découvrir un premier outil qui s'appelle SQL Designer qui permet de les visualiser. C'est-à-dire que si on travaille sur un projet qui est complexe avec plein de tables, on va pas montrer dans un petit Excel des exemples à quelqu'un, mais si on a envie de lui montrer comment est structurée la base de données, en fait, on va faire un schéma relationnel et on va lui permettre de mieux découvrir comment ça se structure à travers ce design de la base de données. Donc, c'est un outil qui s'appelle SQL Designer, donc, qui est disponible en ligne. Je vous inviterai à. Enfin, voilà, il suffit de rechercher dans Google. Hop, j'ai cherché 3W SQL Designer. Et donc, alors par défaut, il y a des tables qui sont présentes, on va les enlever. Et ici, en fait, on va dessiner notre base de données. Donc ça, c'est vraiment voilà, c'est un exercice vraiment de base. Moi, quand j'ai appris, je me souviens, mon premier cours là-dessus, c'était en Espagne, puisque je faisais un Erasmus en Espagne, c'était le cours de Bases des Datos. Et ça me paraissait en fait assez compliqué à ce moment-là. Mais en fait, c'est vraiment un des exercices les plus indispensables parce que dans la donnée, en fait, on entend tellement de gens parler de choses souvent assez complexes, avec des choses, avec plein de concepts de data science, de NoSQL. Enfin, il y a énormément de mots-clés qu'on peut sortir. Mais c'est assez important quand on parle à quelqu'un, voilà, aussi de parler de la base. Et tant qu'on n'a pas compris en fait la base de données relationnelle, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que ça serait aberrant de vouloir aller faire de la data science, de vouloir aller faire du machine learning si on n'a pas la base d'une base de données relationnelle. Voilà. Parce que après, il y a des sources d'optimisation qu'on peut faire, mais ça reste des sources d'optimisation. Mais vraiment, cette base, elle est indispensable à comprendre. Un des exemples là-dessus, c'est que par exemple, quand j'étais, il y a une dizaine d'années, j'avais passé des entretiens chez Criteo. Et alors, je ne sais pas si tout le monde les connaît, c'est une entreprise française qui fait beaucoup de ce qu'on appelle du retargeting sur Internet. Donc, par exemple, quand vous voyez un objet, que vous voyez une pub après qui fait référence à cet objet, c'est Criteo, le leader mondial, en fait, qui fait ça. Et un des exercices enfin, pour rentrer chez Criteo, c'était il donnait voilà, un cas réel, et il disait, bah, dessine-moi la base de données à partir de ça. Et ce qu'on fait au wagon, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à la fois dans le cours pour être développeur web ou dans le cours de data science, on passe par les mêmes exercices de dessiner une base de données à un moment. Et voilà, donc c'est pour ça que ce type d'outil est assez bien, parce que même si on veut partir sur des schémas très complexes, il faut à un moment pouvoir la dessiner et expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc j'écris une première. Excuse-moi, Louis, je te coupe. Oui, donc justement, on a une question de Christine et de Dominique. Donc ça a un petit peu rejoint ce que tu viens de dire. Et pourquoi est-ce que pas forcément aller sur Access quand on parle de SQL? Le logiciel qui permet de faire des Access, le logiciel? Oui. Ouais. En fait, alors je connais pas particulièrement Access, mais de toute façon le langage en fait SQL, c'est vraiment un langage qui s'appelle le Structured Query Language, et c'est un langage qui est utilisé par énormément de logiciels, énormément de. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment le langage, un des langages très basiques.
et donc qui est utilisé partout, quoi. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, on va voir un petit outil en ligne aussi qui permet d'écrire du SQL et d'interroger une base de données. Je pense que Access, c'est le logiciel de Microsoft qui permet aussi d'interroger des bases de données. Mais donc, en fait, le fait d'apprendre SQL permet, en fait, voilà, d'interroger beaucoup de bases de données qui supportent ce langage SQL. Il y a même des bases de données, en fait, qui sont pour faire de la big data et qui supportent, en fait, qui permettent, en fait, d'écrire en SQL et qui vont ensuite transformer ces requêtes SQL enfin, dans des choses beaucoup plus compliquées pour aller interroger des bases de données qui sont derrière pas du tout relationnelles. Enfin, donc, c'est un langage de data analyst ou enfin, qui est utilisé partout, quoi. Par exemple, je pense à un logiciel qui s'appelle Tableau qui permet de faire de la data visualisation. Il permet de connecter des bases de données enfin, dedans et de les visualiser. Mais si on veut aller un peu plus loin et faire des choses un peu plus customisées, on peut écrire des propres requêtes SQL dans Tableau pour le faire. Donc, c'est vraiment un langage qui est c'est une sorte de langage universel pour parler à énormément de bases de données. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, voilà, c'est un langage en plus qui est assez simple et donc le fait de le connaître, ça permet déjà de débroussailler énormément de choses. Super, merci. Donc, je reviens à notre SQL Designer et là, on va designer en fait nos deux tables et on va en profiter pour mieux visualiser les relations entre ces deux tables. Donc, je crée ma première table qui s'appelle Restaurant. Ici, donc, par défaut, ça met un ID. On a vu que l'ID était indispensable pour faire les relations entre les différentes tables. Je vais ajouter un champ. Donc, on avait un champ qui était le name. Les champs peuvent être typés, c'est-à-dire que ça peut être soit des numériques, soit des caractères de différentes tailles, soit des dates. Enfin, voilà. Donc, en fait, en fonction de la base de données qu'on va utiliser, il y aura différents types, il y aura différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser sur ces bases de données. Donc, hop, non, je le rajoute. On avait mis un autre qui était. On avait mis l'adresse. Voilà. Je crée comme ça mes différents champs. Et aussi, on avait une autre table. Donc, je vais ajouter mon autre table qui s'appelle Reviews. Et là, je vais lui ajouter aussi des différents champs. On avait le rating. Donc, on va dire que c'est un integer, un entier. Et on va ajouter un autre champ aussi. Hop, on avait dit on avait un contenu. Donc, je vais ajouter un content. Et donc là, en fonction on peut dire que c'est un texte, c'est-à-dire que ce sera des caractères qui seront plus longs si on a envie de mettre des textes qui sont des commentaires qui sont très longs. Et ensuite, on va ajouter un autre champ dans cette table qui était notre restaurant ID. Hop, donc je l'ajoute, restaurant ID. Voilà, je peux le mettre à côté là. Et ensuite, on a besoin de dire qu'en fait, notre restaurant ID, c'est pas un ID qui est au pif, mais c'est un ID qui correspond à un restaurant. Et donc, ici, là, dans ma table de restaurant, je vais le connecter, cet ID, à une clé étrangère qui est ici. Donc, pourquoi on appelle ça une clé étrangère? Parce que, en fait, le restaurant ID, ici, là, qui est dans la table review, c'est une clé étrangère parce qu'il correspond en fait à une clé qui est primaire, qui est l'ID, qui est dans une autre table. Et donc, en fait, on fait référence à une table qui est étrangère. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est des notions, mais c'est relativement assez simple. C'est juste pour dire que le restaurant ID dans Review, il correspond à l'ID d'une autre table qui est la table restaurant. Voilà, donc ici, on a dessiné notre relation. Et vous voyez que c'est une relation 1N, parce que en fait, un ID là, de restaurant, on va pouvoir correspondre à plusieurs reviews, on va pouvoir mettre plusieurs reviews. Donc quand on les dessine, souvent, on va mettre un petit 1 au niveau de la table restaurant et un petit N au niveau de la table review. Et ce qui est très important en fait dans ces relations 1N, c'est que si on a des relations NN, en fait, c'est pas possible de les designer dans ce type de relation. Et donc, il va falloir les décomposer pour les décomposer en deux relations 1N. Et donc, le cas tout à l'heure que je vous racontais, par exemple, pour des musiques qui appartiennent à des playlists, une musique peut être dans différentes playlists et une playlist a différentes musiques. Et du coup, en fait, le travail en fait pour designer cette base de données, ça va être de décomposer en fait cette relation NN en plusieurs relations 1N. Voilà, donc ça sera un exercice. Je vous l'enverrai suite à ce webinaire
de me renvoyer en fait avec SQL Designer la modélisation de playlists et de chansons. Comme ça, je vous répondrai après pour voir si vous avez trouvé la bonne solution pour le faire. Donc, maintenant, on a appris une première base pour le design, enfin voilà, pour les tables, pour voir ce que c'est une base de données. On a utilisé SQL Designer pour la designer. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une base de données qui a déjà été remplie et on va s'attacher en fait à requêter et à découvrir, à analyser cette base de données. Donc, pour ça, on va utiliser une base de données qui est très simple, qui s'appelle SQLite. Donc, il y a quand on travaille, en fonction de nos besoins, on va avoir différentes bases de données. Indépendamment en fait des bases de données qu'on utilise, le langage SQL va permettre de pouvoir, dans la majorité des cas, les interroger. Donc SQLite, c'est une base de données qui est très basique. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise souvent en fait dans du cadre de développement. On l'utilise aussi souvent parfois dans des applications mobiles parce que ça va être une base de données qui va être créée dans un fichier, ce qu'on appelle un fichier place, un fichier texte. C'est-à-dire que n'importe quelle base de données, on peut limite l'ouvrir et lire dedans. Ça sera difficilement lisible, mais en tout cas, c'est vraiment un petit fichier texte dans lequel on a stocké toutes nos informations. Donc, en termes d'installation, c'est aussi très simple. C'est pour ça que voilà, c'est souvent on l'utilise comme du développement parce qu'il n'y a quasiment rien à faire. Il n'y a pas de gestion des accès. Enfin, c'est vraiment très, très basique, quoi. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, sur mon ordinateur, là, j'ai préparé une petite base de données donc, qui s'appelle restaurant.sqlite et qui a des restaurants avec des reviews. Donc, quand je vous ai dit, c'est un fichier texte, c'est très basique, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir. Par exemple, si je l'ouvre avec un outil, par exemple, de texte, c'est juste pour vous dire qu'en fait, ça, c'est vraiment que du texte. Ben, on va retrouver dedans, alors il y a certains caractères qui sont un peu encodés avec la manière qu'ils ont de l'encoder, mais on va retrouver ici la structure de notre base de données, et ici on pourrait lire dedans. On voit par exemple vraiment des choses qu'on peut lire dedans. Donc c'est vraiment très simple, c'est juste un fichier texte, quoi. Mais c'est pas lisible de cette manière, c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser un petit logiciel qui va nous permettre de mieux l'explorer et mieux lire dedans, quoi. Donc pour ça, le logiciel qu'on va utiliser, c'est SQLite Online, donc un logiciel en ligne hein, qui est accessible aussi par tout le monde. Là, qui permet en fait ici, là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une base de données et je vais aller chercher mon petit fichier en local qui s'appelle restaurant.sqlite. Et là, lui, il va être capable de le lire. Donc, par exemple, les petits caractères qu'on voyait qui n'étaient pas très lisibles, lui, il le comprend, il sait le lire, il sait l'analyser. Et donc là, il va nous créer, en fait, il va nous dire, en fait, ta base de données relationnelle, elle a 3 tables, voilà, qu'on peut voir. On a une table restaurant avec différentes colonnes, un ID, un name, une city, un style de cuisine et des ratings, et des reviews qui vont avoir un ID, un contenu, une date, restaurant ID et des ratings aussi, quoi. La dernière table, elle est moins intéressante. Enfin, c'est vraiment plutôt, c'est plutôt une table qui est interne à SQLite. Donc, on ne va pas l'analyser ici, quoi. Mais donc, ici, on retrouve nos deux tables. Donc, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est de la dessiner. Donc, ici, on a name, city, cuisine style et rating. Donc, je vais aller dans ma. Hop, et je vais ajouter mes différents champs. Donc, on a aussi des city. Ok, on a cuisine style. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans ma base de données? Des ratings. Hop. Voilà, et dans mes reviews, hop, non, c'était pas là, c'était. Oula, je suis en train de me perdre. Dans mes reviews, j'avais une date. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même la date du review pour savoir quand est-ce que ça a été fait, et des ratings. Donc je retourne dedans. Ici, je vais juste ajouter mon champ date, voilà, pour que ça corresponde. Hop, on va dire que c'est une date. Voilà, on le type comme ça, il y a des validations, il y a des outils enfin voilà, des formules après qu'on peut utiliser en fonction des champs. Donc là, j'ai représenté ma base de données. Donc si par exemple je devais partager ça avec un collègue ou quelqu'un avec qui je dois travailler,
au lieu de lui dire, bah, tiens, voilà ma base de données, explore et regarde ce qu'il y a dedans, une manière en fait de résumer cette base de données, ça serait de lui envoyer un screenshot ou sinon un fichier type, voilà, je pourrais exporter ce que j'ai dessiné là-dessus et dire, ben voilà, regarde un peu ma base de données, regarde comment elle est structurée, et comme ça, tu peux comprendre et voir directement ce que tu peux analyser dedans. Ici, il y a des outils, par exemple, dans ce petit outil-là, qui nous permet d'aller sauver, en fait, ce qu'on a fait dans un format XML qui permet de structurer les données. Donc, par exemple, je peux copier-coller ça, le mettre et l'envoyer à quelqu'un, et après, lui, il pourra le charger sur son ordinateur et donc, en fait, reprendre directement cette base de données et la revisualiser directement, quoi. Donc, c'est pour ça que pour partager, on peut partager à la fois soit des captures d'écran, soit sinon directement la structure en XML qui permet à l'autre d'aller l'éditer, d'aller le renvoyer. On a Oui. une question de Kevin et Christelle, donc surtout sur la préparation, comment le fichier a été préparé. Et Christelle demande d'où sortent les champs style de cuisine, etc. dans le light. Est-ce que c'est des suggestions déjà programmées? Alors, on va, en fait, en effet, on voit pas en fait dans cette partie-là comment on crée et on remplit les champs de la base de données. Ça fait partie de certains. Enfin, on le voit en fait dans les formations un peu plus longues. Mais par exemple, il y a énormément de moyens d'aller créer cette base de données. Ça peut être soit par exemple notre application, donc par exemple Deliveroo, où eux ils vont rentrer des restaurants, des utilisateurs vont rentrer des reviews, et donc les gens vont rentrer des informations et ça va s'enregistrer ensuite à travers la page internet. Et là, ça va être stocké dans cette base de données. Quand on fait par exemple certains exercices, on va dire on n'a pas forcément d'utilisateurs qui vont remplir, donc on va aller, disons, scraper des livres et on va aller chercher sur des livres plein de restaurants, et donc on va remplir comme ça, on va aller regarder les pages internet, comment elles sont structurées, et aller récupérer le nom, l'adresse, différentes choses, et donc on peut scraper comme ça des sites internet et récupérer ces informations dans une base de données et le stocker par exemple en SQLite, et après les analyser de cette manière, quoi. Donc, il y a vraiment différentes manières en fait d'aller structurer la base de données, d'aller chercher des informations. Mais voilà, mais là pour l'exercice en fait, on part déjà d'une base de données qu'on a déjà pré-remplie. Donc en allant récupérer des restaurants, en allant récupérer des reviews qu'on a mis dans cette base de données pour pouvoir en fait l'interroger et pour pouvoir découvrir le langage SQL pour l'interroger, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est. Enfin, voilà. Enfin, vous me direz aussi après, pareil, si c'est clair, mais voilà. Ah, un autre exercice, voilà, quelque chose qui peut être sympa, c'est qu'il y a plein de bases de données, en fait. Par exemple, si je tape SQLite, voilà, enfin, des exemples de bases de données, il y a un site ici, là, ou SQLite Tutorial, donc voilà, qui permet d'apprendre par exemple aussi. Ou ben, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Vous allez voir qu'on retrouve exactement en fait les mêmes choses que ce qu'on est en train de faire. Ils ont dessiné un schéma de la base de données, donc qui permet déjà d'explorer, de voir comment c'est construit. Donc vous pouvez voir que c'est une base de données beaucoup plus complexe que juste les deux tables que nous on a créées, qui permet, ben, vous voyez, c'est très bien. Il y a l'exemple aussi des playlists avec les musiques. Il y a aussi des artistes, des albums, des employés, enfin des invoices. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et ici, là, on peut télécharger la base de données SQLite. Donc voilà, c'est un exemple. Et donc ça permet aussi, c'est des très bons exercices après, d'aller là-dedans et d'aller explorer la base de données avec les requêtes SQL qu'on va apprendre maintenant. Donc voilà, plein de manières en fait de récupérer des différentes bases de données. Je reviens sur ma petite présentation. Donc là, on a loadé voilà, on l'a redessiné. Et donc maintenant, en fait, on va explorer la base de données. Je le faire pour pas me perdre dedans. Donc, quand on explore une base de données, en fait, il y a une manière en fait assez simple, c'est déjà de commencer, on se pose des questions. Donc, par exemple, on a des restaurants et des reviews, et on va se poser des questions de plus en plus complexes, et on va essayer d'y répondre. Donc déjà, mais vraiment, en fait, faut toujours partir du besoin métier qu'on a un peu, quoi. C'est-à-dire que quels sont les besoins, et ensuite on va structurer un peu comment on peut les demander en SQL pour avoir les réponses. Donc je vous invite, voilà, on a plein de questions à se poser. On va y aller un peu crescendo.
Parce que l'objectif, on a, en vrai, SQL, c'est très simple. On va avoir 5-6 mots-clés à connaître. Donc là, il y avait un exemple de base qui était donné et qui est pas mal. Donc c'est vraiment la base. Donc select, c'est le premier un des premiers mots-clés de base qu'on va apprendre, c'est select. Il va dire sélectionne, moi, certains des champs dans ma base de données. Donc étoile, ça va vouloir dire tous les champs. OK? Donc select étoile, étoile c'est je sais pas, ça fait penser à l'univers et tout. Tu sélectionnes tout, c'est étoile. From, donc très important, dans, on va lui dire où est-ce qu'il doit sélectionner. Et là, on va lui donner le nom de la table. Donc ici, on va lui dire, par exemple, le nom de la table, restaurant. Et point virgule. OK? Donc là-dessus, première requête de base que vous êtes en train d'apprendre, sélectionne tout depuis la table restaurant, point virgule. J'insiste sur ce point virgule, là il a été mis automatiquement, mais en SQL, le point virgule, c'est une manière de dire c'est la fin de ma requête. Donc souvent, en fait, quand on oublie ce point virgule, les logiciels sont pas capables de comprendre que c'est fini et donc ils vont, ça répond pas quoi. Donc une manière de dire ma requête est finie, c'est de mettre un point virgule. Et c'est vraiment bien de prendre l'habitude de le mettre tout le temps parce que ça fait partie. Comme en français, il y a des points à la fin des phrases, en SQL, il y a des points virgules à la fin des phrases. Donc select étoile from restaurant, je vais la faire tourner et là, on voit qu'il m'a tout sélectionné dans ma table restaurant. Donc, on voit les ID, les noms, les cités, cuisine style et le rating. Donc là, c'est voilà, première requête qu'on a faite. Par exemple, on pourrait dire sélectionne-moi uniquement les noms dans ma table restaurant. Quoi. Donc, au lieu de faire étoile, je vais dire name. Et là, il va me sélectionner uniquement les noms dans ma table restaurant. Donc, on peut soit tout choisir, soit choisir certains des attributs pour trouver tous les noms. Quoi. OK? Ensuite, si on se pose la question, combien en tout il y a de restaurants dans ma base de données. Quoi. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une sorte d'opérateur qui va me permettre de compter. Quoi. Donc, par exemple, là, je vais dire select count. Donc, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Count, c'est le langage SQL qui a un certain nombre de mots et count fait partie de ce langage SQL. Donc, count étoile, voilà. Mais en fait, c'est vraiment, ça s'invente pas, ça s'apprend. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir. From restaurant, donc là, cette requête, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Elle veut me dire combien tu as de restaurants, de nombre de lignes restaurants, parce qu'on a count étoile, dans ta table restaurant. Et donc là, on voit que dans ma table, j'ai 942 restaurants. OK? Donc, voilà. Après, si on doit complexifier, enfin, par exemple, c'est là où on se pose des questions, quoi. Et on se pose des questions et on a envie de. Bon, donc, dans les slides, là, je vais les reprendre parce que on va sur des questions un peu crescendo, donc il y en a certaines qu'on a vues. Voilà, celle-là, elle est pas mal, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si on a envie d'avoir tous les restaurants dont le style de cuisine est japanese. Donc là, on apprend un autre mot, c'est le mot where. Et la manière de le structurer, c'est where, on va lui donner un attribut, cuisine style, et on va lui dire tu es égal à ce qu'on a envie de chercher dedans. Quoi. Donc là, voilà, on sélectionne tout dans la table restaurant où le cuisine style égale Japanese. Donc, et point virgule. Donc, vous voyez que c'est une requête, en fait, on arrive à la lire. Et quand on le fait, en fait, ce qui est pas mal, c'est par exemple, en fait, d'aller à la ligne pour chacune des commandes. Quoi. Comme ça permet de bien le structurer. Quoi. Donc, ici, on va prendre cuisine style égale Japanese. Oui, Christelle a une question. Pourquoi ne pas utiliser des tableaux Excel en croisée dynamique? Ouais. Alors, c'est une super question. Ça veut dire que, en fait, tout dépend en fait, de la complexité que vous allez vouloir interroger. Quoi. Par exemple, donc,
un tableau croisé dynamique, ça va très bien permettre de faire ça. Mais à un moment, vous allez être limité. Par exemple, un tableau croisé dynamique, dans Excel, Excel, c'est un nombre maximum de lignes. Donc, le jour où vous êtes un petit Deliveroo, ça va, vous pouvez toujours utiliser Excel. Mais sauf qu'à un moment, quand vous commencez à avoir en fait beaucoup de restaurants, ça rentre plus dans Excel, quoi. Non seulement déjà vous pouvez plus stocker ces informations dans Excel parce que ça rentre pas, et en plus quand vous allez faire des requêtes trop compliquées, Excel va mouliner et en fait ne va pas être fait pour pour interroger et enfin pour processer autant de données, quoi. Donc, c'est un excellent moyen pour commencer. Vous voyez d'ailleurs qu'on a commencé par Excel quand on a commencé ce cours, mais à un moment, vous allez avoir besoin d'outils plus puissants, et donc là, Excel ne pourra plus répondre à ça, quoi. Donc, c'est vraiment, Excel, c'est très bien, mais à un moment, ça a une limite, et la limite, ça sera soit des requêtes trop complexes, ou des bases de données qui sont trop grosses et qui ne peuvent plus être suivies dans Excel, quoi. Même à un moment, en fait, et c'est là où aussi on commence à parler de tous ces langages de big data, mais c'est-à-dire qu'à un moment, les bases de données sont tellement grosses que vous ne pouvez même plus les stocker sur votre ordinateur. C'est-à-dire que l'espace disque qui est disponible sur l'ordinateur est trop petit en fait pour pouvoir stocker des choses, et donc enfin, on ne peut même plus avoir Excel sur notre ordinateur. Donc c'est là où il faut vraiment avoir des outils qui vont être beaucoup plus robustes, qui vont être capables d'analyser plus de données et qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et donc, c'est là où voilà, il faut passer au stade après Excel. Donc, par exemple, pour des data analysts ou même des. Enfin, mais encore une fois, hein, Excel, c'est très bien jusqu'à un certain niveau et il ne faut pas s'embêter à aller faire un truc de big data si en fait ça rentre dans Excel et Excel marche, quoi. Si on peut le faire dans Excel, c'est très bien. Donc, mais par contre, à des moments, on va avoir besoin de faire plus de choses. Et donc, par exemple, Tableau Software, c'est un outil de visualisation qui est une super suite après Excel, quoi. Par exemple, quand moi, je travaillais dans mon entreprise à Paris qui s'appelle 55, au début, on était avec Excel, on faisait des analyses, des rapports avec Excel, on faisait des analyses avec Excel. Et puis après, on a utilisé Tableau Software qui permettait d'aller analyser des données, en fait, de faire des visualisations beaucoup plus complexes. Et donc, ça nous permettait d'aller plus loin qu'Excel, quoi. Donc voilà, Excel très bien, jusqu'à un certain niveau, et à un moment, ça suffit plus. Et du coup, les tableaux croisés dynamiques, ça suffit plus. Et donc, c'est là où on passe sur d'autres types d'outils. Top, merci. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions bien dans l'onglet questions, qu'on ne les manque pas. Et vous pouvez aussi chacun voter s'il y a une question que vous trouvez intéressante, rajouter un petit +1 à droite pour qu'elle apparaisse en haut pour nous. Alors, Raphaël a une autre question. Il demande SQL interroge la base de données, mais comment le développeur intègre SQL dans son app? Ouais, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en effet, SQL interroge la base de données, et après, en fait, il y a différents langages ou différents logiciels qui vont utiliser en fait ces requêtes SQL. Et donc, on peut écrire, par exemple, enfin, écrire en fait du langage SQL dans d'autres langages. Par exemple, avec du Python, on peut très bien avoir une base de données et faire des requêtes SQL avec Python, et ça va aller chercher les données et les ramener en fait après des objets en fait qu'on va utiliser, par exemple des data frames ou certaines choses, et qui vont nous permettre d'analyser, de faire voilà, de structurer cette information et de pouvoir utiliser Python en fait pour analyser cette donnée, quoi. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut voir. Dans la partie de développement web, par exemple, on utilise Rails, et Rails a une manière en fait à structurer le langage, et c'est lui qui fait lui-même en fait les requêtes SQL sur la base de données. Donc c'est-à-dire on va utiliser en fait le langage en Ruby, et ça va directement le transformer en langage SQL pour faire les requêtes sur la base de données. Donc parfois en fait on utilise des langages qui font même pas voir les requêtes SQL, mais à la fin il y a quand même voilà, comme manière d'interagir avec la base de données, ce langage SQL qui est l'interface entre les différents langages et la base de données. Voilà. Je sais pas si, voilà, dites-moi. Oui, c'est top. Ouais. Pas d'autres questions. Donc là, en fait, on voit que ma requête, si je reviens là sur ma requête avec mon where, il m'a rien renvoyé. Et donc ça arrive assez souvent. C'est en fait parce que j'ai mal écrit Japanese, quoi. Donc souvent, alors déjà, enfin, c'est pour ça qu'en langage informatique, il faut être assez précis, bien écrire les choses. Si on se trompe en fait dans la syntaxe, derrière les requêtes vont pas marcher.
Et du coup, voilà, c'est source d'erreur. Donc voilà, en tout cas, là, c'était parce que j'avais mal écrit Japanese. De la même manière, on peut aussi s'interroger et voir combien, non, déjà, quels sont tous mes restaurants déjà qui sont à Paris, quoi. Donc, comment je le ferai? Donc, je vais sélectionner tous mes restaurants, donc select étoile from restaurant, where ma city égale Paris. Vous voyez? Donc là, ça m'a filtré, en fait, voilà, comme on pourrait faire dans différents outils, et j'ai tous mes restaurants qui sont à Paris. Si j'ai envie de les compter, ben, ici, là, au lieu de tout sélectionner, je pourrais dire, ben, OK, compte-les-moi, et je réutilise celui qu'on a vu tout à l'heure, count étoile, qui permet de compter tous les restaurants qui sont à Paris. Donc là, voilà, ça permet voilà, en fait, de faire la requête qu'on veut, et on peut les compter, quoi. Si par exemple on a envie de complexifier les choses, par exemple, moi je suis un analyste et je me dis, ok, d'accord, c'est intéressant, mais j'aimerais bien aussi savoir dans quelle ville j'ai le plus de restaurants. Et déjà, combien j'ai de restaurants par ville dans ma base de données et dans quelle ville j'ai le plus de restaurants. Donc ici, on va. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire cette requête, quoi. Donc on va apprendre un nouveau mot-clé qui s'appelle group by. Group by, ça permet de dire on va sélectionner des restaurants et on va les grouper selon un certain attribut de ces restaurants. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner donc city, donc la ville du restaurant. Je vais les compter aussi, from restaurant. Where, donc ça, je l'enlève. Et là, je vais faire un groupe by, city. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait là? C'est-à-dire que non seulement ça a été me chercher tous les restaurants, et ça me les a comptés par city, quoi. Donc là, c'est pas mal. Et il y a encore un autre mot-clé. Par exemple, si on a envie de les ranger en fait par compte qui sont décroissants. Donc là, je vais faire ça en deux temps. D'abord, premier temps, compte étoile. Là, si je dois exporter mon tableau, c'est pas tellement lisible, quoi. Donc on va prendre un petit mot-clé qui permet de dire, au lieu de m'appeler ça compte étoile, tu vas m'appeler ça number, quoi. Donc là, ce qu'il me fait, c'est que le nom de ma colonne, au lieu de l'avoir appelé compte étoile, il me l'a compté number, quoi. Et ici, on va prendre encore un mot-clé. Donc, on va lui faire order. Donc, comme on peut grouper, on peut order by, number. Et là, on va lui dire de manière descendante. La manière de dire du plus grand au plus petit en SQL, c'est des. Voilà, pour descendante, quoi. Il y a ascendante, descendante. On le fait dans le sens où on veut. Et donc là, comme ça m'a permis de dire que dans ma base de données, c'est à Londres que j'ai le plus de restaurants et j'en ai 132 qui sont à Londres. Et voilà. Et donc, en fait, ça me permet de faire cette requête, quoi. Donc là, c'est. Voilà. On a appris donc select qui permet de sélectionner, count qui permet de compter, as qui permet en fait, de créer une sorte d'alias ou de changer le nom qu'on veut, from qui est indispensable qui permet de dire dans quelle table on a envie de sélectionner, un group by pour grouper selon un certain attribut, et order by. Et après, on peut tous les utiliser. Donc, il y en a certains qui sont indispensables. Select obligatoire dans toutes les requêtes, from aussi. Et après, les autres, on les utilise si on en a besoin. Donc, ça, alors, oui, j'en ai pas. Allez, on en parle. En mode de recherche, on peut faire des recherches un peu plus. Voilà, il y a un outil de recherche qui est assez basique dans SQLite, mais qu'on peut déjà utiliser, quoi. Donc ici, ce qu'on va apprendre à faire, c'est déjà, si on a envie de se poser la question, alors je crois que je peux ouvrir un autre, on va la garder celle-là. Voilà, ici. On a envie de se poser la question, dans ma base de données, combien j'ai de restaurants qui contiennent café. Donc là, c'est-à-dire que je veux pas que le nom soit café, je veux dire qu'ils contiennent café, quoi. Donc je vais faire un select étoile pour avoir tous les restaurants. Oula, j'ai appuyé sur entrée. From ma table restaurant, where, et donc là, c'est là où si je regarde dans mes restaurants,
le nom du restaurant, c'est name. Et là, on en apprend un qui s'appelle, je ne veux pas dire qu'il soit égal à café, parce que si je fais ça, j'aurai uniquement les restaurants qui s'appellent café, quoi. Alors. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai tout cassé. Je sais pas ce qui me fait mon truc là. Je vais revenir sur cet onglet là. Qu'est-ce que j'ai cassé? Select étoile from restaurant, where name égale café. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? C'est la manière de me dire que, je sais pas, il n'y en a pas. Donc, en tout cas, j'utilise un autre, en fait, une manière quand on recherche dans des chaînes de caractères où on peut mettre un petit pourcentage. Donc, ça lui permet de dire qui contient café, quoi. Donc, c'est-à-dire que si j'en mets pas au début, ça va me dire qu'il commence par café et après ce que tu veux. Si j'en mets nulle part, ça veut dire qu'il commence par café et qui finit par café. Et là, ça me permet de dire, voilà, qui commence par je sais pas quoi, qui contient café et qui finit par je sais pas quoi. Donc, c'est-à-dire que ça va me faire une recherche qui contient café, quoi. Ok. Bon, c'est une. Que je regarderai pourquoi il veut. J'arrive même plus à voir. Ah oui, je suis trop bête. Ouais, quand on a la tête dans le. C'est que. Hop. Voilà. Donc, j'avais mal écrit en fait ma requête et du coup c'est ça qui marchait pas. Donc ici là, like café, j'ai tous les noms qui contiennent café, quoi. Vous voyez que dans voilà cafétéria, café panache, ainsi de suite, quoi. Si j'ai envie qu'il commence par café, j'enlève le pourcentage au début et là j'ai que ceux qui commencent par café. Ensuite, on peut mettre plusieurs conditions. Voilà. Après, je passe après rapidement, ça devient après. Et donc, city égale. Voilà. Ici, là, j'ai tous mes restaurants qui contiennent café et qui sont dans la ville Paris, quoi. Donc voilà, là, c'est toutes les requêtes. Je pense qu'on les a à peu près toutes faites dans la présentation. Je vous enverrai de toute façon toute cette présentation après. On a l'order by qu'on a vu, on a le compte, le groupe by qu'on a vu aussi. L'ordre, très bien, ça on l'a vu. Et donc maintenant, on va passer sur quelque chose qui est un tout petit peu plus avancé. Alors, bon, juste avant ça, oui. Je me permets, Caroline demande la base avec les restaurants ou les villes, la base des données sur lesquelles on travaille. Ça vient de SQLite. Alors, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça vient de SQLite. En fait, c'est une base de données. C'est-à-dire qu'on a été chercher des informations et on les a stockées ensuite dans une base de données SQLite. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on utilise cet outil-là, qui est capable de comprendre et de requêter sur des bases de données SQLite, j'ai chargé ma base de données SQLite. Oui, je pense que c'était ça la question. Mais par exemple, vous voyez que sur le côté, là, il y a différentes bases de données. Il y en a que c'est MariaDB, PostgreSQL, MSSQL. C'est-à-dire que c'est différentes bases de données. Et donc, une fois que que j'ai mon information, je peux le stocker dans différentes bases de données. Par exemple, Excel, on pourrait même dire que c'est une base de données. C'est-à-dire que quand j'ai tous mes tableaux et ça, bah, c'est une sorte de base de données. Mais on n'a pas les.
fait, c'est un outil propriétaire Excel et on n'a pas les capacités, on ne peut pas faire une requête SQL. Enfin, il y a sûrement moyen à travers différents outils, mais on ne peut pas requêter aussi facilement un fichier Excel. Il ne faut pas qu'on utilise en fait certaines bases de données voilà, qui stockent les manières en fait, la donnée de manière un peu différente à chaque fois, mais voilà, on a pris toute cette information, on l'a mis dans une base de données. Très bien, merci. Donc, ici, là, pour l'instant, vous voyez qu'en fait, toutes nos requêtes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait uniquement des requêtes qui sont sur la table restaurant. Et là, on va apprendre une manière un peu plus avancée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas interroger que les restaurants, mais on veut aussi interroger les restaurants et les reviews. Par exemple, on peut se poser des questions sur les reviews, quoi. Donc, on repart toujours de notre base de données. Et là, on a un exemple. On veut sélectionner, par exemple, tous les reviews des restaurants Télépizza, quoi. Donc, comment on fait ça? C'est-à-dire qu'on va faire select étoile from restaurant. Et ensuite, le mot-clé en fait qui est hyper important à comprendre là-dedans, c'est join. C'est-à-dire que join, on va pouvoir lui dire, et en fait, dans ma table de restaurant, tu me joins tous les reviews que tu as aussi à côté, quoi. Le join, il va toujours avoir la même structure. On va lui dire join, tu me dis la table que tu veux me rejoindre et à quelles conditions, quoi. Donc ici, select étoile from restaurant, join, ok. Donc join, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend une table, donc reviews. Ici, c'est notre autre table. Et à quelles conditions? Et donc là, en fait, vous vous souvenez, hein, dans notre table, là, c'est-à-dire que restaurant ID, dans reviews, doit correspondre à l'ID du restaurant. On, donc restaurant ID, donc de la table reviews, égale. Et donc là, en fait, on va lui dire, si on lui dit égal ID, là, on lui dit égal ID de quoi? C'est-à-dire que égal ID de ma table reviews, mais enfin, déjà, il n'y a pas de raison que restaurant ID soit égal à un ID, enfin, à l'identifiant, à l'ID de mon review. Donc en fait, je vais lui dire restaurant.id. Donc là, déjà, en fait, vous voyez, qu'est-ce qu'il m'a fait quand j'ai fait ça? C'est-à-dire qu'il m'a pris ici, là, ma table de restaurant, on les retrouve ID, name, city, cuisine style, rating, et il m'a rejoint dedans un ID de mon review. Donc là, dedans, il m'a mis un review pour le 3, ID, content, date, et le restaurant. Et vous voyez que le restaurant ici, là, 26 610, est bien égal à 26 610 ici, quoi. Donc c'est ça qui m'a permis de rejoindre mon restaurant, quoi. Donc si ensuite j'avais envie d'avoir uniquement le restaurant dont le name était les pizzas, where, donc là on va faire restaurant.name égale et donc là, qu'est-ce qu'il me ressort? Il me ressort donc mes deux restaurants Télépizza, donc là qui sont à Madrid. Donc je pense que c'est deux restaurants différents, mais qui ont deux ID différents. Et chacun, ils ont un avis qui est différent, quoi. Donc ça nous permet comme ça de relier les deux, quoi. Et donc par exemple, on pourrait dire sélectionne-moi uniquement en fait les avis de restaurants Télépizza. Donc on va prendre par exemple que le content, quoi. Donc là, je vais pouvoir dire tu me sélectionnes uniquement le reviews en content. Et donc là, en fait, ma requête m'a permis de récupérer uniquement les avis sur les restaurants Télépizza, quoi. Et donc, ça nous permet comme de cette manière, en fait, voilà, d'avoir fait une requête là entre deux tables. On a utilisé pour ça le join, quoi, qui est vraiment une requête très importante. Et on peut faire des joins. Et après, il y a des joins assez compliqués qui permettent justement d'aller requêter des choses un peu compliquées en fonction des questions qu'on se pose. Donc, on va voir les autres questions dans les slides qu'on peut avoir. Combien il y a de reviews pour les restaurants? Alors, c'est dommage, j'aurais caché un peu
les réponses pour vous pousser à... Mais bon, si je mets ma main dessus, là, ça va pas marcher, quoi. Mais combien on a de reviews pour les restaurants qui sont à Paris, quoi. Donc, je reviens dessus. Donc, combien on a de... On réfléchit après, combien on a de reviews pour les restaurants qui sont à Paris, quoi. Donc, ici, donc, on va pas vouloir avoir un contenu, on va pouvoir les compter. Pour les restaurants, donc on les rejoint, encore une fois, reviews where restaurant.id égale restaurant.id dans le reviews, et where. Donc, ici, je vais mettre restaurant.city pour être sûr que j'interroge bien la city des restaurants, égale Paris. Donc, j'ai 48 avis sur des restaurants qui sont sur des reviews qui sont à Paris, quoi. On pourrait se poser, par exemple, pas mal de questions, mais par exemple, est-ce que dans ma table, là, j'ai... enfin, même essayer de poser les questions, on va écrire les requêtes comme ça ensemble. Hein, est-ce que déjà, quel est le restaurant qui a le plus d'avis dans ma table, quoi. Donc ici, là, si je pars de ça, voilà, comment je peux avoir le restaurant qui a le plus d'avis. Donc déjà, je vais m'intéresser à la table de reviews. On a vu que les reviews, ils avaient tous un restaurant ID. Et du coup, je pourrais en fait les grouper par restaurant ID pour voir est-ce que voilà, quel est quel restaurant a le plus d'avis, quoi. Donc je vais faire ça. Donc je vais faire select. Déjà, je vais faire un count étoile parce que je veux les compter. Et je veux les compter par restaurant ID, quoi. Donc je vais prendre le restaurant ID, count étoile, from mes reviews. Donc là, on revient en fait à la première partie, hein, qui était parce qu'on n'interroge qu'une seule table. Group by restaurant ID. Là, on voit qu'on en a un, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont plus d'avis? Donc là, on va faire un order by. Order by. Donc vous vous souvenez, là, on va pas faire order by count étoile, on va lui donner un nom. Donc on peut l'appeler par exemple number, comme tout à l'heure, number by order by number, des. Donc là, en fait, on voit que dans notre table, on a uniquement, en fait, en fait, on a que, au maximum, on a un avis par restaurant. On n'a pas de restaurants qui ont plusieurs avis, quoi. Par exemple, si j'avais envie de remplacer mon restaurant ID, là, par le nom de restaurant dans ma requête, quoi. Comment je m'y prends, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas que je sélectionne restaurant ID, mais il faudrait que je sélectionne le nom du restaurant, quoi. Et ça, si je fais ça, restaurant.name, là, il va me dire, OK, en fait, il fait une erreur parce qu'il me dit, il n'y a pas de colonne restaurant.name. Donc, c'est pour ça que, OK, c'est bien gentil de vouloir interroger les restaurants, mais il faut lui dire, en fait, à ma requête SQL, comment tu vas chercher les restaurants associés au review, quoi. Donc, c'est là où on va lui faire join. On va lui demander de join les restaurants on ID égale reviews point restaurant ID. Donc là, c'est l'ID du restaurant qui est égal à restaurant ID. On va voir si ça marche. Ambiguous column name ID. OK. Donc là, il me dit, OK, ID, là, ça peut être à la fois l'ID du restaurant, mais est-ce que tu es en train de parler de l'ID du restaurant ou l'ID du reviews? Donc on va bien lui préciser. Reviews.id égale restaurant.id. Alors, je me suis trompé. C'est restaurant.id égale reviews.id. Voilà, donc, il faut, en SQL, quand on commence à faire des requêtes un peu compliquées, ça peut arriver de s'embrouiller un petit peu et de
Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours être bien structuré. C'est-à-dire que si on écrit bien un truc par ligne, et voilà, et après de pas confondre. Là, par exemple, j'avais écrit ID, c'était ambiguous, comme dit, voilà, c'était ambigu, il voulait pas. Et voilà, et après j'avais fait une erreur de mettre reviews.id égale reviews.restaurantID. Voilà, ça n'avait pas de sens, quoi. Donc de bien, en fait, c'est très structuré, et donc du coup on respecte la structure pour écrire nos requêtes, quoi. Euh, voilà, donc là, on a le nombre d'avis par restaurant. Donc, on aurait plein de questions à se poser. Voilà, si vous voulez, après, ce que je vous propose, c'est de faire un peu des questions-réponses autour de ce sujet. Voilà, ça peut être l'occasion de construire d'autres requêtes plus compliquées, voilà, de réfléchir à différentes choses, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. En attendant, Caroline, donc, qui demandait tout à l'heure par rapport à comment récupérer sa data. En fait, voilà, sa réelle question, c'était plutôt comment s'entraîner et comment avoir des bases de data. Est-ce qu'on peut en récupérer pour s'entraîner sur des sites? Donc, elle parle de sqltutorial.net, si tu connais. Ouais, c'est un exemple. Alors, moi, je vous enverrai un mail après ce webinaire avec l'exemple là, de restaurants. Comme ça, vous pourrez faire des requêtes dessus. Et puis, je vous enverrai un lien aussi vers le site que je vous ai montré qui permet d'avoir en effet différentes bases de données. Et donc, voilà, ça permet de s'entraîner à faire du SQL sur ces bases de données. Je vous envoie tous les liens par mail après. Top, merci. J'ai pas d'autres questions pour l'instant, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez si vous avez des questions ou des requêtes ou une manière en fait d'explorer cette base de données, n'hésitez pas à les poser. Et puis même après, même pour vous, en fait, si on veut analyser cette base, on a sûrement plein de questions à se poser. Ça peut être quel serait le restaurant qui a la meilleure note, la moins bonne note, dans quelle ville il y a les moins bonnes notes. En fait, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser et s'interroger dessus, quoi. Alors, si vous voulez, le temps si vous réfléchissez à certaines des questions, je vous parle rapidement du wagon. Euh, on a deux types de formations. C'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin, en fait, on a deux types de formations. On a des formations de développement web et des formations de data science. Si là vous êtes présent sur ce webinaire de data analyst, afin de découvrir ce métier, c'est des cours qu'on fait dans le cours de data science qu'on va lancer à Marseille en septembre ou en octobre prochain. Donc je vous enverrai des liens aussi si vous voulez en parler avec nous, si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir ces métiers et pourquoi, enfin voilà, si vous voulez rejoindre des équipes data dans des entreprises ou dans des startups, c'est l'occasion, enfin voilà, d'apprendre ce métier. On voit plein de choses en fait, on voit déjà comment structurer la donnée, comment l'interroger, comment faire de la visualisation, de la data science, des machine learning, mettre ça en production. Enfin, on a un programme assez intensif qui permet d'aller assez loin dans ces différents sujets. Voilà, donc n'hésitez pas à nous en parler si vous voulez. Alors je regardais un peu dans les différentes slides qu'on a, mais on a des formations en temps partiel aussi. Pour l'instant, c'est uniquement à Marseille le développement web qu'on fait en temps partiel. Et la formation de data science, on va la lancer à temps plein, en fait, et pas encore à temps partiel. Voilà, on a plein d'histoires de différents alumni et d'un peu des différentes reconversions. On a des possibilités de financement de la formation avec plein d'acteurs qui existent. Et voilà. Et donc là, notre prochaine formation, on a des formations de développement web qui commencent bientôt le 20 avril, donc la semaine prochaine, si vous pourrez se dépêcher de s'inscrire. Mais après, on a d'autres cet été. On a un temps partiel qui commence en septembre. Et le cours de data science, donc qui dure 2 mois, c'est sur le même format que les cours de développement web, qui commence en septembre ou en octobre prochain à Marseille. Très bien. J'ai une bonne question Oui. sur ta présentation. Donc, Philippe demande, de manière générale, comment choisir le type de langage et de base de données d'un projet? Quelles sont les spécificités les plus connues du langage et BDD? Ouais. Alors, c'est une super bonne question. Et il y a plein de. En fait, ça va dépendre, en fait, parfois des modes qui existent, donc en fonction du temps
Il y a des langues qui, enfin, il y a des modes qui existent. Il y a les langages aussi, tout. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Mais je pense qu'il, par exemple, une manière de répondre, c'est-à-dire que pour tout ce qui est data science, en général, c'est plutôt il y a beaucoup de librairies qui existent en Python. Donc, le langage qu'on va utiliser pour faire de la data science, aujourd'hui, c'est plutôt du Python. Il y a deux langages assez connus là-dedans, il y a R et Python, mais il y a quand même énormément de choses aujourd'hui qui sont faites en Python. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce langage, vous allez pouvoir bénéficier d'énormément de librairies qui vont être faites dessus, et donc de tout un état de l'art, de tous les algorithmes qui vont être développés dessus, donc ça sera assez intéressant. En termes de base de données, ça va dépendre. C'est-à-dire que pour une application web pas très compliquée, des bases de données relationnelles, ça va être très bien. Il y a des bases de données aussi. Il y a une base de données qui existe, qui est assez utilisée aussi. C'est MongoDB. Donc, parce que pour tout ce qui est en JavaScript, c'est assez simple. C'est une base de données qui n'est pas relationnelle, mais qui est assez bien aussi pour des petits projets. Donc, enfin, ou même pour des projets plus complexes. Donc, c'est bien. En fait, il va falloir les connaître et voir en fait les spécificités. Par exemple, il y a des bases de données qui sont très performantes, qui sont super rapides pour répondre, par exemple les moteurs de recherche, où il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être stockées en mémoire. Donc, ça va être par exemple des bases de données type Elasticsearch qui vont être très très bonnes pour faire des recherches dessus en temps réel. Quoi. Après, si c'est beaucoup trop gros et le temps, enfin, on peut faire des requêtes qui sont un peu plus longues. Il y a des bases de données qui vont stocker en fait dans des fichiers, des fichiers plats sur différentes machines et on va avoir des langages complètement différents. Donc, en fait, il faut vraiment prendre chacun des soucis, en fait, chacun des cas que vous allez avoir en fonction du langage, en fonction du type de base de données. Et c'est ça, en fait, qui va dicter le choix que vous devez faire. Quoi. Et même, vous pouvez faire plusieurs choix. C'est-à-dire que dans des projets, dans le cas de Bruno, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a à la fois une base de données relationnelle pour les applications web qu'on a, web et mobile. On a aussi des bases de données qui sont non relationnelles quand on doit analyser des données beaucoup plus larges. Et on utilise à la fois du Ruby on Rails pour une partie, des langages pour des applications mobiles et du Python pour toute la partie data science qu'on fait dessus. Quoi. Donc, en fait, il y a différents, en fonction des besoins, on va utiliser différents langages. Voilà, je ne sais pas si vous aviez différentes. Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Hélène, sont sorties entre-temps. Oui, il y en a quelques-unes. J'essaye de regarder. Hélène demande quelles bases de données relationnelles sont les plus utilisées avec le langage SQL. Donc, prérequis pour formation en data science et data analysis. Pauline est en train de répondre à l'écrit, il me semble. Ok. Alors, les bases de données relationnelles, donc en fait, vraiment par exemple, MySQL, c'est une base de données qui est assez connue et voilà, qui est une base de données relationnelle et qu'on peut interroger avec du SQL. Il y en a vraiment en base de données relationnelle. Par exemple, il y a PostgreSQL aussi qui est assez utile, qui va permettre de pouvoir avoir des données un peu plus grosses. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment voir le langage SQL qui va être capable d'interroger des bases de, enfin, n'importe quelle en fait base de données quasiment a permis de l'interroger avec des données SQL. C'est assez fréquent quoi. Mais bon, oui, disons que les bases de données relationnelles les plus utilisées, disons MySQL ou PostgreSQL. Et les prérequis pour la formation de data science et de data analyst, au wagon, donc on demande des prérequis qui sont un peu plus, qui demandent un peu plus de connaissances que dans la formation de développement web, parce que notamment en fait dans les cours de préparation, on attend à ce que les personnes soient capables de pouvoir manipuler du Python et manipuler en fait un langage de programmation. Et on passe pas tellement de temps en fait à apprendre les bases du langage de programmation, mais on va assez vite en fait dans le concret parce qu'on a tellement de choses en fait à voir et à explorer qu'il faut déjà avoir un peu des bases de code. Donc c'est vraiment principalement ça donc sur les cours de data science, on a des prérequis qui sont un peu plus élevés que sur les cours de développement web. Merci. Christelle demande la différence entre un data analyst et la data science. Ouais, alors c'est une très bonne question. Alors, en vrai, ça va. Enfin,
il y a un peu parfois un peu de marketing derrière ça. C'est-à-dire que data scientist, c'est tellement à la mode que parfois, il y a des entreprises qui vont marquer, enfin, écrire que c'est des postes de data scientist, alors que c'est des postes de data analyst. Donc ça dépend un peu, faut vraiment rentrer un peu dans les sujets. Je pense que alors, il y a sûrement plein de définitions un peu différentes. Moi, la manière où je vais voir les choses, c'est que le data analyst, il va plutôt utiliser des outils qui existent, qui sont à sa disposition. Donc par exemple des tableaux software, des outils d'analyse, il va pouvoir être capable de comprendre la base de données, de faire des requêtes et faire du reporting autour de ces requêtes. Donc il va l'analyser et faire du reporting. Et après, il va être la partie la plus en fait tech de sa partie la plus tech, ça va être d'automatiser certaines des tâches pour pouvoir les faire plus rapidement, quoi. Un data scientist, il va avoir un rôle plus ancré dans le code, où il va pouvoir être capable de faire des modèles, de coder des modèles dans le langage qu'il utilise, et d'avoir aussi une partie de mise en production de ces modèles. Donc ça sera un peu plus technique en termes de code et en termes de modélisation, en termes d'algorithmes, où un data scientist, il va aussi connaître plusieurs voilà, types d'algorithmes qu'il peut utiliser, différentes, par exemple du machine learning, ça va être plus un data scientist qui va le faire, et pas tellement un data analyst. Donc ça dépend un peu des niveaux, mais voilà, parfois ça peut être un peu compliqué parce que voilà, c'est un peu cristallisé par des termes à la mode, et donc il faut vraiment voir ce qui est compris dans les différents métiers. Je sais pas si Hélène, il y avait d'autres questions. Alors, une seconde. Juste pour rappel, il y a un sondage qui a été lancé. Si je voulais répondre, donc dans l'onglet sondage, seriez-vous intéressé par notre programme Data Science? N'hésitez pas à donner votre avis. Pour les questions, je regarde. Alors, oui, il y a Dominique qui demande comment intégrer une data relation faite à partir d'un formulaire dans un site et faire une étude du comportement des gens. Alors ça, alors il y a plein de moyens de faire. En fait, par exemple, si c'est pour faire une étude, j'aurais tendance à dire en fait, il faut toujours être pragmatique quand on veut faire des choses, quoi. Donc, il y a des outils qui sont en ligne, qui sont assez puissants et qui permettent, donc je pense par exemple à Typeform, qui permettent de créer des questionnaires et en fait, après d'avoir une étude et de pouvoir faire ces études, d'exporter toutes ces études. Donc, par exemple, après, on peut l'exporter et en faire une analyse un peu plus poussée, quoi. Donc ça, c'est vraiment la manière sans code, purement efficace, assez rapidement, de faire un formulaire sur un site et d'avoir le résultat, quoi. Après, il y a des outils, par exemple, si on a des sites qui sont plus complexes, mais qu'on ne sait toujours pas trop comment, on veut pas forcément trop coder, on peut utiliser par exemple des outils comme Zapier qui permettent d'automatiser le fait de récupérer des informations dans un formulaire et de le mettre après dans des spreadsheets Excel, comme je vous ai montré au début. Et après, on peut faire des études. Le jour, en fait, enfin, si c'est dans le cas d'une étude du comportement, j'ai du mal à voir en fait à quel moment l'étude va être tellement grosse, tellement grosse, tellement grosse qu'on va devoir sortir de ces outils. Donc il faudrait vraiment avoir, ou sinon faut avoir une sorte de, enfin voilà, pour sortir de ce type d'outils qu'on peut utiliser, on n'aura pas, enfin, je pense des outils en ligne peuvent faire très bien le boulot et répondre à tes besoins, Dominique, très facilement, quoi. Top, merci. Donc, pas d'autres questions pour moi. Ok. Bah, du coup, je vous remercie d'avoir tous participé à ce webinaire. Je vous envoie un petit mail aussi avec les différentes ressources et les différents liens vers ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous envoie aussi voilà, un petit challenge si vous voulez là, pour modéliser et m'envoyer des screenshots de la relation playlist musique dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a appris des choses. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas, bon, je sais pas où vous êtes, mais à venir nous voir ou à venir nous parler au wagon à Marseille, à rentrer en contact avec nous si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie d'aller plus loin, quoi. Ben, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.